Bonjour, alors je vais vous proposer une nouvelle vidéo sur le thème des small caps japonaises parce que bon, les résultats de ce que j'avais trouvé précédemment avec les screeners, à savoir que c'était le pays qui contient visiblement le plus grand nombre d'opportunités en termes de pépites value dans le monde. Hein. On a une réserve potentielle de valeurs qui sont achetables en bourse sur de bons critères value qui sont supérieurs à tous les autres marchés, que ce soit US, Europe ou autres. Donc j'ai eu vraiment envie d'explorer plus en détail ce secteur des small caps japonaises et ça a donné pour moi des résultats qui sont vraiment intéressants. Alors, première chose que j'ai fait lorsque j'ai voulu lancer des screeners sur ce marché japonais, c'est de créer des stratégies assez classiques, hein, et de voir en backtest les performances qu'elles produisaient. Alors, il y a plusieurs stratégies que j'ai mis en place, une qui est basée sur les ratios, sur la méthode de Novimarx, une autre sur les cash flows, une autre généraliste avec des critères à la fois de décote sur valeur, donc sur ratio valeur d'entreprise, EBITDA, capitaux propres, etc., hein, avec quelques critères de croissance également. Après, j'ai fait un screener Deep Value. Alors là, c'est des valeurs qui vont décoter sur NCAV, sur Actif Net Liquide par exemple, et également un screener GARP, donc qui va être orienté valeur de croissance. Ce qui est apparu tout de suite, c'est pas des screeners que j'ai dû travailler longtemps, trafiquer longtemps pendant des heures pour essayer d'optimiser les paramètres. En fait, il faut pas faire ça hein, quand on fait des stratégies de screening. Il faut que ça reste le plus basique, le plus simple possible. Sinon, vous risquez ce qu'on appelle l'overfitting, c'est-à-dire que vous allez trafiquer tous les paramètres pour arriver sur les backtests avoir des rendements extraordinaires, mais votre screener, il va être du coup adapté uniquement à un environnement de marché très particulier, et dès que votre environnement de marché, votre environnement économique va changer, il sera complètement perdu. Alors qu'avec des screeners basiques, simples, vous pouvez être sûr que ça va fonctionner à peu près dans tous les environnements. Donc ces screeners-là, vraiment, je les ai extrêmement peu travaillés. J'ai établi des stratégies pour certains en quelques minutes. Hein. J'ai juste mis une série de 5-6 ratios que je connais bien. Et tout de suite, les résultats des backtests ont été parmi les meilleures performances de toutes les stratégies de screening que j'ai. Les autres stratégies sont des stratégies qui sont multi-pays, soit sur l'ensemble des pays d'Europe, hein, compris la Pologne, soit Europe plus Singapour plus Hong Kong. Alors on est sur un seul pays, donc on devrait en théorie avoir des résultats plutôt moins bons, mais ce n'est pas le cas du tout. Vous voyez que ici, ces screeners japonais en résultats no outliers, c'est-à-dire résultats sans outliers, c'est-à-dire des valeurs qui en bourse vont faire une anomalie, vont faire plus 1000%, et vont du coup fausser l'estimation de l'échantillon global. On a les meilleurs résultats, ou quasiment les meilleurs résultats de toutes les stratégies que j'ai. Donc ce sont des screeners qui avant tout produisent des niveaux de performance réguliers qui sont sur l'ensemble des valeurs, qui n'ont pas besoin d'outliers pour ça. Et on a des niveaux de performance qui atteignent ou dépassent les 20% en annualisé. Donc c'est quand même pas mal du tout. Ensuite, une fois que j'ai constaté cela, évidemment, j'ai commencé à regarder en détail toutes les valeurs qui ressortaient des screeners pour créer un dossier. Donc, j'ai préparé un dossier de 16 valeurs pour l'instant. Donc, ce dossier de 16 valeurs, il va prochainement être disponible en mise à jour de la formation que je propose, de la formation analyse financière. Donc tous ceux qui ont cette formation analyse financière vont avoir le dossier spécial Small Caps japonaise avec les 16 meilleures valeurs qui sont issues de ces stratégies de screening que j'ai pu trouver. Je vous montre un peu les résultats pour que vous réalisiez à quel point on a des choses étonnantes hein, sur ce marché japonais. Donc voilà les ratios des différentes valeurs que j'ai pu sélectionner. Alors vous voyez en valeur d'entreprise sur EBITDA, alors il y en a deux qui sont négatives, c'est-à-dire sont des valeurs qui décotent carrément sur trésorerie net. Donc là vous avez
la totalité de l'activité industrielle gratuite, puisque vous achetez la valeur, vous récupérez l'équivalent en cash et vous avez donc en bonus gratuit toute l'activité industrielle. Pour toutes les autres, voilà, le ratio VE sur EBITDA le plus élevé est à 5,6. Je vous rappelle que la médiane en France est autour de 14, hein. Donc là on est sur ce dossier, on est entre 1,8 et 5. On est sur des ratios très bas. Pour le PER, c'est pareil. Presque toutes les valeurs ont des PER inférieurs à 10 ici. Donc PER inférieur à 10, on en a qui ont des PER à 5, à 7. Il y a juste la valeur numéro 12 ici, qui est une valeur de croissance qui a un niveau un petit peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher, on va dire. Au niveau des capitaux propres, ici, vous voyez que ce sont des valeurs qui ont une décote aussi sur capitaux propres vraiment significative. J'en ai une ici, la valeur 12, qui capitalise plus que ses capitaux propres parce que c'est une valeur de croissance. Mais malgré tout, vous voyez, elle a quand même des ratios qui sont tout à fait bon marché. Toutes les autres ont une décote sur capitaux propres et la caractéristique du bilan comptable de ces sociétés japonaises aussi, c'est qu'elles ont quasiment aucun actif intangible ou très très peu d'actifs intangibles. Ce sont vraiment de vrais capitaux propres, des actifs tangibles. Et aussi, sont des valeurs qui ont ce qu'on appelle une NCAV, c'est donc un actif net liquide qui est positif. Beaucoup de valeurs, l'immense majorité des valeurs cotées en bourse en France ou en Europe ont une NCAV négative. Ça veut dire que quand vous prenez tous les actifs liquides d'une société, la trésorerie, les créances, les stocks, et vous enlevez toutes les dettes de la société, vous obtenez un chiffre en dessous de zéro. Au Japon, la gestion des entreprises est vraiment très très prudente, très conservatrice, et ils ont tous, donc ces sociétés-là, ont un bilan extrêmement solide avec beaucoup d'actifs liquides. Et vous voyez que ce qui est vraiment étonnant, c'est que dans ce dossier, on a une NCAV, donc un actif net liquide, qui la plupart du temps va couvrir une part vraiment importante de la capitalisation, souvent plus des 2/3. Et pour un certain nombre de valeurs, il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est-à-dire pratiquement la moitié de l'échantillon. On a l'actif net liquide qui va dépasser la capitalisation de la société. Et là, c'est vraiment la valeur à la casse de la société qui est prise en compte. Donc ça donne à cette sélection une grosse caractéristique défensive face à un environnement de marché qui deviendrait défavorable. Et également, pour cette sélection, j'ai fait attention aux critères de croissance. J'ai fait en sorte que toutes les valeurs aient une certaine croissance de leur activité. Alors, il y en a certaines qui ont une faible croissance, effectivement, mais bon, j'ai quand même pris en annualisé sur 5 ans, donc pour avoir une régularité, et d'autres qui ont un profil croissance bien plus affirmé, avec des rythmes de croissance qui sont égaux ou supérieurs à 10% par an. Honnêtement, si on était sur le marché européen avec des ratios de ce type-là, on aurait certainement une valorisation 2 à 3 fois plus élevée pour les valeurs en bourse. C'est-à-dire qu'on a au Japon, à qualité égale, à qualité de bilan, à qualité de production de richesse égale, je pense qu'on est à peu près 2 à 3 fois moins cher sur ces small caps japonaises, si on les sélectionne bien évidemment, que sur le marché européen. Alors si j'avais voulu trouver des valeurs de ce genre-là sur le marché européen, en fait, j'aurais dû aller sur le marché libre avec des capitalisations minuscules de 2, 3, 4 millions d'euros, aucune liquidité, très très peu d'informations financières publiées, donc avec un accès à la valeur qui est beaucoup plus compliqué, alors que là on a des capitalisations dans ce dossier qui vont être presque toutes supérieures à 100 millions de dollars, certaines vont jusqu'à 500, 600 millions de dollars, donc sont quand même des grosses small caps avec des volumes d'échange, avec de la liquidité. Vous avez une communication financière qui est très bien faite, donc il y a vraiment tous les moyens de suivi de ces valeurs. Un petit résumé des caractéristiques de ces small caps japonaises, sont des sociétés qui ont des résultats très réguliers. Quand vous regardez l'historique des résultats sur 10 ans, sur 15 ans, quasiment tous les exercices sont bénéficiaires. Il y en a une majorité même qui n'ont jamais connu d'exercice en perte de leur vie. Comme je vous disais, donc on a la structure de bilan très conservatrice, ce sont
des sociétés qui s'endettent très peu, qui autofinancent leur croissance. Il y a un petit inconvénient, c'est qu'elles ont souvent, du coup, elles distribuent peu de dividendes. Elles ont des rendements sur dividendes à 2%, 3%. Bon, j'en ai certaines dans l'échantillon qui sont quand même au-dessus de 5%. Parce que vraiment, elles thésaurisent dans leur bilan, elles accumulent des capitaux propres. Donc ça crée des sociétés extrêmement résilientes. Elles sont vraiment capables de faire face à des gros chocs économiques, sans vu qu'elles ont une grosse marge de manœuvre au niveau de leur bilan. Il y a très peu de, comme je vous le disais, très peu d'actifs incorporels de goodwill. On a une communication financière complète, c'est-à-dire publication de résultats et de bilans tous les trimestres. En Europe, c'est tous les semestres. Donc là, vous avez vraiment la possibilité de suivre régulièrement l'activité de la société dans laquelle vous investissez. Alors, il y a des sociétés qui ont un site investisseur en anglais, d'autres uniquement en japonais. Bon, quand c'est uniquement en japonais, ça pose pas tant de problèmes que ça, parce que maintenant, avec les outils de traduction qu'on a, vous avez la traduction quasiment instantanée pour les PDF à télécharger. Avec Google Translate, vous avez aussi la traduction de ces PDF. Donc, pour moi, ça pose pas de problème. J'arrive tout à fait à comprendre l'activité, le fonctionnement financier de ces sociétés japonaises. On n'est pas du tout perdu par rapport à l'Europe. On a évidemment un faible risque géopolitique, on est au Japon, c'est un pays développé, bien stable, sans doute plus stable que de nombreux pays d'Europe d'ailleurs. Et puis, comme le Japon commerce pas mal avec l'Asie, son activité économique est quand même moins corrélée vis-à-vis de la situation États-Unis-Europe que d'autres marchés. Donc si vous voulez chercher un secteur, c'est pas facile en ce moment. Tous les marchés sont ultra chers. À Paris, le marché français est très cher, le marché américain est très cher. On sait qu'il va y avoir une récession, on sait qu'ils vont se retourner à la baisse plus ou moins violemment. Alors, il reste à savoir si c'est dans quelques semaines, dans quelques mois, mais ça va arriver. Donc on cherche quand même des secteurs où on pourrait continuer à investir en étant un peu à l'abri de ce mouvement. Et je pense que ce secteur des small caps japonaises, avec la décote qu'on a en ce moment, il est particulièrement adapté dans ce contexte. Ensuite, il y a la notion, j'ai regardé la création de valeur en bourse. Donc pour ces valeurs, j'ai regardé ce qu'elles avaient créé en valeur graphique en bourse sur les 10 années précédentes. Mais la plupart d'entre elles ont créé de la valeur, même si le secteur des small caps est complètement oublié, qui sous-performe. Et ben on se rend compte que il y a une multiplication par 2, par 3, par 4, par 5 en l'espace de 7 à 10 ans sur ces valeurs. Donc elles ont quand même bien récompensé leurs actionnaires alors que le contexte boursier des small caps japonaises était peu favorable. Donc je me dis que si en plus les investisseurs se mettent à redécouvrir ce secteur, on peut espérer de très grosses performances sur ce type de valeur vu la décote présente actuellement. Il y a autre chose aussi que vous pouvez vous dire, vous pouvez être embêté d'aller sur le Japon, vous dites ça c'est un pays éloigné, je comprends pas, mon broker me donne pas accès au marché japonais, je peux pas les mettre en PEA. Bon, il y a toutes sortes de raisons qui font que on peut hésiter à aller sur ce marché japonais. Alors, c'est vrai que la fiscalité, il n'y a pas d'éligibilité au PEA, donc on a une fiscalité, on a la flat tax de 30%. Ce qu'il faut vous dire, c'est sur cette flat tax, c'est pas le fait d'avoir les 30% au lieu des 17% de cotisation sociale qui est gênant. Il y a peu de différence, 13% en fait. Ce qui est gênant avec la flat tax, c'est que vous allez être imposé à répétition au fil des ans, à chaque fois que vous allez faire des ventes et des rachats d'autres valeurs. Donc à chaque mouvement, vous êtes imposé, alors qu'en PEA, vous n'avez pas cette imposition répétée. Du coup, vous profitez à plein des intérêts composés. C'est là que se fait la grosse différence. Dans ce dossier valeurs japonaises sont vraiment des valeurs pour moi très défensives qui se prêtent parfaitement à des durées de détention de longue durée. Je pense que la plupart des valeurs de ce dossier, on pourra les garder en portefeuille 4 ans, 5 ans ou plus. Donc on pourra parfaitement aussi éviter ce problème de subir des flat tax à répétition en faisant des mouvements de vente trop fréquents.
parce que ce sont vraiment des valeurs de père de famille, de fonds de portefeuille qui sont très bien gérés, qui sont très solides. Donc voilà, c'est l'inconvénient fiscal, et on va dire partiellement bien atténué par cette caractéristique-là. Et ensuite, bon, la décote est telle que vous avez, par rapport à l'Europe, une opportunité ici value qui est incomparable. Hein. Vous n'arriverez pas à trouver en Europe des valeurs de ce type-là. En tout cas, sur les marchés d'Europe de l'Ouest, on en trouve un petit peu en Pologne, mais en dehors de la Pologne et peut-être de la Grèce, ça va être extrêmement difficile de trouver des valeurs qui ont des ratios aussi bas. Alors, si vous voulez accéder au marché japonais, je vous propose quelques exemples de brokers. Je n'ai pas la prétention de les connaître tous. Je vais laisser les commentaires ouverts sous cette vidéo, comme ça, si certains auditeurs connaissent d'autres brokers donnant accès au marché japonais, ils pourront les proposer en commentaire, hein, bien sûr. Moi, je n'ai aucun intérêt particulier avec un quelconque broker. Donc, vous avez en France la filiale du Crédit Agricole qui est Before Bank, qui donne accès au marché japonais, et Saxo Bank qui a des comptes, la possibilité d'ouvrir des comptes en France, donc qui offre des récapitulatifs fiscaux adaptés à la France. Donc là, si vous avez ces deux brokers, vous aurez une grande simplicité vis-à-vis du fisc, des déclarations fiscales. Après, il reste des brokers étrangers qui sont DEGIRO, Interactive Broker et Lynx. Donc là, on a des tarifs plus intéressants au niveau des frais de transaction. Par contre, vous aurez des formalités fiscales plus complexes parce que ces brokers n'offrent pas de récapitulatifs fiscaux français, donc c'est pas rédhibitoire, c'est pas de la folie non plus, mais c'est un petit peu plus complexe à gérer vis-à-vis du fisc. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment des solutions en compte titre pour accéder dans de bonnes conditions au marché japonais aujourd'hui. Alors pour finir cette vidéo, je vais vous montrer un exemple de société. Alors elle n'est pas dans le dossier de 16 valeurs, mais elle aurait vraiment tout à fait pu y figurer. Hein. Il y en a tellement en fait des opportunités sur ce marché japonais que je ne peux pas tout mettre. Mais c'est une excellente société pour moi qui aurait toute sa place dans le dossier, que je vais bien entendu continuer à suivre dans le futur pour la proposer à mes abonnés en tant que solution d'investissement, en tant qu'idée supplémentaire, parce qu'elle le mérite tout à fait. Donc c'est une société qui s'appelle Sumitomo Seika. À ne pas confondre avec une autre, il y a Sumitomo Chemicals et Sumitomo Seika Chemicals. Donc là, c'est Sumitomo Seika Chemicals, hein, je parle bien de celle-ci. C'est une société qui fabrique des polymères, toutes sortes de produits à destination de l'industrie. Alors principalement polymères absorbants, elle est très très active dans l'industrie des couches. C'est un marché qui est en croissance. Du fait alors même s'il y a moins d'enfants dans les pays développés, par contre la population devient de plus en plus dépendante, de plus en plus âgée, et il y a un marché en plein développement des couches et produits absorbants pour personnes âgées dépendantes. Donc ils ont un marché solide. Après ils vendent aussi, ils ont toutes sortes de composants, ils vendent des gaz spéciaux à destination de l'industrie. Vous voyez, ils sont dans l'industrie des cosmétiques, dans l'industrie pharmaceutique, même dans les batteries. Donc ils ont des polymères pour les batteries automobiles, etc. Donc ils ont beaucoup de solutions. Ils sont établis à l'international. Ils ont des usines établies un peu partout en Asie. Ils vendent aussi sur les États-Unis. Donc c'est quand même une société qui est importante dans son secteur. En capitalisation, vous voyez qu'on est à 400, ici j'ai vérifié sur d'autres sites, hein, on est à plus de 400 millions de dollars, donc c'est une grosse small cap quand même. Il y a de la liquidité, il y a vraiment tous les volumes d'échange dont vous pourriez avoir besoin pour acheter ou vendre cette valeur. Et elle a l'avantage aussi d'offrir un site, donc Relations Investisseurs en anglais. Donc vous avez plein d'informations, c'est très bien fait, il y a des présentations, il y a des communiqués trimestriels. Donc vous n'avez pas du tout besoin de comprendre le japonais pour suivre l'activité de cette société.
Au niveau de... On va regarder un petit peu son parcours maintenant. Donc cette valeur Sumitomo Seika Chemicals, vous voyez ce qu'elle a réalisé depuis 2006. Alors première remarque, depuis 2006, elle n'a jamais connu un seul exercice déficitaire de sa vie. Ici, il y a eu un petit trou sur le résultat net, mais le résultat opérationnel, lui, n'avait quasiment pas varié. Donc on a dû avoir un petit élément exceptionnel à ce moment-là qui explique ce petit creux, mais sinon c'est extrêmement régulier. Même si on regarde le parcours passé des années précédentes, ils ont toujours été bénéficiaires. C'est une valeur aussi qui accumule des capitaux propres sous les écrans du radar du marché. Donc vous voyez qu'ici on était en tangible book value 1744, on est maintenant à 6245, donc on a multiplié par... pas tout à fait par 4, mais on va dire par 3,5 depuis 2006. Si on regarde la situation du cours depuis 2014, vous voyez que ici, donc le cours en bourse, c'est la courbe jaune. On est au même niveau aujourd'hui qu'on était en 2014. Donc le cours de bourse n'a quasiment pas varié, alors qu'entre-temps, les capitaux propres, eux, ils ont doublé de volume. Donc la société a accumulé des capitaux propres complètement sous les radars du marché. Et vous voyez qu'il y a une croissance, la courbe bleue ici, une croissance réelle de l'activité. Il y a une croissance des bénéfices, il y a une croissance de l'EBITDA. On était à 4 ou 5 milliards en EBITDA en 2009. Et aujourd'hui, on est à 17 milliards. Donc il y a quand même une grosse progression de l'activité de cette société. Donc sur ce qu'on peut regarder au niveau de la situation, au niveau de la croissance par exemple, là vous voyez ici la croissance du chiffre d'affaires, on est à des taux de croissance de long terme de 7% par an, c'est pas inintéressant et ça s'accélère sur les dernières années en 12% rythme annualisé sur les 3 dernières années et 23% sur la dernière année où là il y a sans doute un effet inflation des prix qui joue beaucoup plus que de volume. Mais n'empêche que cette société, elle a parfaitement encaissé, vous voyez ici sur les bénéfices, elle a parfaitement encaissé le choc inflationniste de 2022. Donc ça c'est quand même un point qui est tout à fait intéressant à signaler. Les ratios de valorisation, donc vous allez voir à quel point là aussi on peut trouver des valeurs décotées au Japon. Donc on a un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA 3,35 seulement. On a un PER voisin de 7, donc c'est franchement bas pour une valeur de ce type. Et on a même un rendement sur dividende à 4,5% qui commence à être intéressant, en tout cas qui permet de patienter sur ce type de valeur le temps qu'on puisse réaliser une plus-value, le temps que le cours se réveille. Alors quand je parle de réveil du cours, si vous regardez bien le graphique, on va zoomer sur les 3 dernières années, vous voyez qu'il y a une hausse des volumes assez sensible qui se réalise depuis la fin de l'année 2022. Donc il semblerait que le marché commence à prendre conscience de la situation de cette valeur, du fait qu'elle est complètement oubliée, qu'elle a été complètement oubliée depuis 8 ou 9 ans par les radars du marché. Et donc le titre semble commencer à se réveiller. On est passé de 3000 yens à 4400 yens déjà. Et ça peut, à mon avis, il y a vraiment le potentiel pour aller beaucoup, beaucoup plus haut vu les ratios de valorisation qu'on a en ce moment. On est en ratio, par exemple, valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, on est à 0,4 seulement. La normale pour une valeur industrielle de ce type, ça serait d'être autour de 1. Elle mériterait franchement d'être à un cours au moins 2 fois plus élevé que son cours actuel. Si elle était cotée sur un marché européen, elle vaudrait sans doute 2 fois plus cher, au moins, que le cours auquel on la trouve en ce moment. Elle a des caractéristiques défensives importantes aussi, puisque c'est une valeur qui n'a quasiment aucun endettement net et qui a en actif net liquide. Alors vous allez voir tout de suite sur le screener. J'ai vérifié bien les comptes sur d'autres screeners pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug dans la base de données. On a un actif net liquide à 45 milliards de yens. Par rapport à une capitalisation de 59 milliards, donc en gros on couvre les 3/4 de la capitalisation, c'est-à-dire que vous avez les 3/4 de la capitalisation qui sont couvertes par de l'actif net liquide, c'est-à-dire la trésorerie plus les créances plus les stocks moins le total des dettes de la société.
Donc là, ça plus un dividende significatif, je pense que c'est une société qui peut faire face sans trop de problèmes à un marché baissier et ensuite vous permettre de réaliser des plus-values intéressantes dans les années qui viennent si vous la gardez sur le long terme. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire, hein, partager avec vous les expériences que j'ai pu avoir, que j'ai pu réaliser sur ce marché des small caps japonaises. Je pense que c'est vraiment incontournable aujourd'hui pour l'investisseur value d'aller sur ce segment parce que c'est une des meilleures opportunités au monde qui soit disponible en ce moment en termes de rapport entre le risque-prix et le bénéfice potentiel qu'on peut en attendre.